Donc je vais vous faire une conférence sur l'essentialisme, plus précisément une conférence sur le livre que j'ai publié il y a à peu près un an, sur l'essentialisme d'Henri de Gand à Suarez. Donc l'essentialisme dans la pensée médiévale, je ne prétends pas être compétent sur l'application du qualificatif d'essentialisme à d'autres époques. Donc en introduction, je vais donner quelques idées générales sur l'essentialisme, et puis je parlerai de mes sources d'inspiration, des auteurs de référence sur lesquels je peux m'appuyer, en troisième partie de différents thèmes essentialistes, et puis éventuellement en quatrième partie de l'essentialisme et de la psychologie, même si c'est un sujet délicat parce qu'il y a toujours un risque dans ce domaine-là de tomber dans le réductionnisme. Donc, en introduction, je vais vous donner quelques idées générales. L'essentialisme, c'est la tendance à survaloriser l'essence par rapport à l'existence et éventuellement à considérer comme faisant partie de l'essence d'une chose quelque chose qui lui est seulement accidentel. Mais alors cette tendance à survaloriser l'essence par rapport à l'existence est aussi liée à une tendance à survaloriser le possible par rapport au réel. Que ce soit qu'on qualifie une chose par rapport à ce qui serait possible que cette chose devienne plutôt que par rapport à ce qu'elle est réellement, et effectivement, ou que ce soit parce que l'on considère que le possible a une certaine dignité plus grande que le réel, ou que les rêves deviennent moins beaux quand ils se réalisent, quand ils se concrétisent. Donc il y a une tendance à survaloriser le possible par rapport au réel, à la fois dans la vie courante, mais aussi chez certains philosophes. Et si on survalorise le possible par rapport au réel, l'essence en tant que purement possible acquiert une valeur indépendamment de son existence, donc on survalorisera l'essence par rapport à l'existence. Maintenant, plus précisément encore, si on survalorise l'essence par rapport à l'existence, on sera tenté de nier la distinction entre essence et existence que posent des auteurs comme saint Thomas d'Aquin, ou alors à considérer que cette distinction entre l'essence et l'existence n'est pas une distinction réelle, mais seulement que l'existence est seulement une modalité de l'essence, comme le dirait Duns Scotus, ou une intention qui se rajoute à l'intention de l'essence, comme le dirait Henri de Gand. Donc, comment dire, ou alors chez Suarez, l'existence sera seulement une raison formelle qui se rajoutera à la raison formelle de l'essence. Et dans tous les cas, la survalorisation de l'essence par rapport à l'existence tendra à conduire à la négation de la distinction entre essence et existence, sauf, ou alors, éventuellement, à l'hypothèse selon laquelle l'existence serait un accident de l'essence. Ce qui est l'hypothèse qu'on trouve chez Avicenne, qui est à la fois le père de l'essentialisme, mais aussi le père de la philosophie de l'existence, puisque la distinction entre essence et existence d'Avicenne. Donc je serais plus prudent que Gilson, qui tend à considérer qu'Avicenne est principalement le père de l'essentialisme. Il l'est certainement, mais il est aussi le père de la philosophie de l'existence. Et la théorie des trois états de l'essence d'Avicenne, qui est reprise par les principaux penseurs essentialistes, notamment Henri de Gand et Duns Scotus, on verra qu'elle est reprise aussi par Suarez, mais Henri de Gand et Duns Scotus sont plus significatifs sur ce point. Cette théorie des trois états de l'essence est aussi reprise par les philosophes de l'existence, notamment par saint Thomas d'Aquin et ses disciples. Donc, la distinction entre essence et existence se fonde sur une doctrine valorisant l'existence actuelle par rapport au possible, valorisant le possible par rapport au réel, et en sens inverse, la théorie selon laquelle l'existence ne serait pas distincte de l'essence, ou alors on serait un accident,
se fondent sur l'hypothèse que l'essence est le plus fondamental par rapport au réel. Par exemple, certains vous diront dans la vie courante, à propos d'un auteur, c'est du lourd. Donc ils ne sauront pas si cet auteur dit vrai ou faux, si ce que dit cet auteur est objectif ou non, mais ils considéreront que c'est un auteur essentiel, c'est du lourd, c'est je ne sais quoi. Donc ils survaloriseront l'essence, le côté censé être prépondérant de la pensée de cet auteur par rapport à l'existence, le fait de savoir si ce qu'il dit est réel ou non. Et disons, c'est très problématique dans la jeunesse actuelle qui est influencée par les fake news, c'est-à-dire que cette jeunesse tend à survaloriser certains auteurs à la limite du charlatanisme, comme René Guénon, qui est encore pas forcément dans le pire des cas, mais où des auteurs qui sont purement et simplement des charlatans, comme son nom m'échappe, comme Crombette, parce que pour eux c'est du lourd, donc c'est un auteur qui est censé être essentiel, quand bien même la question de l'objectivité de ce que dit cet auteur se poserait lourdement, parce que dans le cas de Crombette il s'agit de délire caractérisé. Mais voilà. Donc évidemment l'essentialisme se manifeste aussi dans le psychologisme, la tendance à surcatégoriser les gens en termes psychologiques alors même qu'on n'a pas les compétences pour le faire. Par exemple, même les psychologues ou les psychanalystes sont très réticents à qualifier les gens en termes de classification psychanalytique. En revanche, les clients des psychologues, souvent, se permettent de classifier tout le monde sans la moindre objectivité, et c'est du domaine de la calomnie. Donc l'essentialisme, c'est aussi, d'une certaine façon, le fondement métaphysique de la calomnie. La calomnie scientifique, se fonde sur un point de vue essentialiste. Voilà. Donc nous allons venir aux sources de notre inspiration pour notre livre, et puis nous regarderons les auteurs de référence, qui ne sont pas forcément les auteurs qui nous ont inspirés au départ, et ensuite les thèmes principaux. Donc en fait, notre projet initial, avant l'écriture de notre livre, était de faire des recherches. Enfin, nous étions en train d'étudier Hegel en même temps que nous étudions des auteurs médiévaux. Et nous avions l'impression qu'il y avait des convergences un petit peu, notamment entre la pensée de Duns Scott et la pensée de Hegel, ne serait-ce que parce que Hegel théorise sur l'identité de l'identité et de la différence, et que ce qui est formellement distinct chez Duns Scott est à la fois identique et différent. Donc d'une certaine façon, Duns Scott préfigure la théorisation de l'identité et de la différence chez Hegel, mais aussi par exemple la théorie de l'actualité de la matière, qui est une théorie importante chez Suarez, aussi dans les éditions anciennes de Duns Scott, même si les éditions critiques récentes de Duns Scott ne considèrent pas toujours ces passages comme authentiques, mais même de grands spécialistes actuels, contemporains, mettent en cause ces éditions critiques en considérant que ces passages sont bien authentiques. Donc chez Duns Scott et chez Suarez, il y a l'idée, il y a la théorie de l'actualité de la matière, c'est-à-dire l'idée que la matière est actuelle même indépendamment de la forme, alors même que la matière se définit chez Aristote comme pure puissance. Donc le fait de définir comme actuel ce qui est par définition pure puissance, je ne parle pas de la matière prochaine, mais de la matière première, ça me semblait pouvoir avoir une inspiration qui se rapprocherait de celle de Hegel. Mais donc j'ai rassemblé certains thèmes qui me semblaient avoir une certaine ressemblance avec la dialectique, mais le problème c'est que pour parler de dialectique par rapport à ces auteurs ou à ces thèmes, il aurait fallu adopter un point de vue rétrospectif, ce que je ne voulais pas faire, parce que ça n'est pas assez scientifique,
et par ailleurs également, l'aspect prédialectique de ces thématiques ne me semblait pas toujours aussi évident qu'une première impression pouvait le laisser penser. Donc j'ai cherché, après avoir identifié certaines thématiques chez Suarez et chez Duns Scott, j'ai cherché d'autres manières parce que ces thématiques me semblaient essentielles, notamment le fait de savoir si la matière est pure puissance ou si elle est d'une certaine façon actuelle par elle-même est une question essentielle. Je cherchais un autre principe d'ordonnancement pour ordonnancer ces thématiques. Alors, par ailleurs, sur la question du possible par rapport au réel, il y avait, au moment où je réfléchissais à ce livre, en fait, qui a été écrit il y a une dizaine d'années au moins, enfin, qui a été écrit bien avant que je ne le publie, il y avait des débats dans certains milieux catholiques un peu conservateurs autour de René Guénon. Et une revue qui, par ailleurs, se refusait à diaboliser René Guénon, avait néanmoins fait un article de critique sur cet auteur, en indiquant notamment que René Guénon avait tendance à survaloriser le possible par rapport au réel, la puissance par rapport à l'acte. Alors cet article m'avait semblé un peu simplifié quand même. Il m'avait semblé simplifier pas mal la pensée de Guénon, mais il avait fait trotter dans mon esprit tout de même les idées de puissance et d'acte. Et c'est vrai que rétrospectivement, il s'applique très bien, notamment au livre Les états multiples de l'être de Guénon. Même si l'article en question simplifiait un peu les choses, c'est vrai qu'il y a de l'essentialisme chez René Guénon. Alors une autre source d'inspiration, ça a été la lecture d'un livre que je lisais sur Suarez en espagnol, parce qu'il y a très peu de livres sur Suarez en français, qui était la Teoria de la Possibilitas de Francisco Suarez. Donc la théorie de la possibilité chez François Suarez, chez Suarez. Et ce livre-là m'a fait élaborer davantage, d'une manière scientifique, la question de la notion de possibilité et de la survalorisation du possible par rapport au réel. Et surtout, l'auteur de ce livre notait à certains endroits l'influence que pouvait avoir eu un certain Henri de Gand sur Suarez. Or, Henri de Gand permettait, disons, de compléter un petit peu, puisque certaines thématiques étaient communes à Duns Scott et Suarez. Avoir un auteur en plus, ça permettait de se poser la question, est-ce que les thématiques que j'ai analysées ne seraient pas présentes à la fois chez Duns Scott, chez Suarez et chez Henri de Gand. Et donc, je me suis mis à étudier aussi Henri de Gand et à découvrir effectivement qu'une bonne partie des thématiques communes à Duns Scott et à Suarez étaient déjà présentes largement chez Henri de Gand, même si, évidemment, elles prendront une connotation très différente chez Duns Scott, qui est un peu moins idéaliste qu'Henri de Gand, et chez Suarez, qui est un auteur, disons que autant je ne suis pas d'accord avec sa théorie des distinctions d'Henri de Gand et de Duns Scott, autant elle leur permet d'avoir une certaine qualité de pensée, c'est-à-dire c'est des idées qui nous semblent fausses, mais qui sont des outils intéressants sous la plume de Duns Scott et d'Henri de Gand. Et ça leur permet d'avoir une qualité de pensée qui ne me semble pas être présente au même degré chez Suarez. Je ne pense pas que Suarez soit toujours aussi profond que Duns Scott ou qu'Henri de Gand. Mais ça n'en reste pas moins un auteur central qui aura une influence déterminante sur la scolastique du XVIe, sur la scolastique du XVIIe siècle surtout, et qui aura une influence non seulement sur Descartes probablement, mais aussi sur la pensée protestante, notamment à travers Leibniz et Wolff. Bien que Suarez lui-même soit jésuite, mais les jésuites sont en théorie
très critique vis-à-vis du protestantisme, mais il se trouve que Suarez a été énormément étudié dans les universités protestantes, notamment luthériennes d'Allemagne. Donc, je vais donner des auteurs de référence, alors ce qui ne signifie pas que je sois d'accord avec tout ce que disent ces auteurs, mais des auteurs susceptibles d'être intéressants sur la question de l'essentialisme. Alors, il semblerait que l'un des premiers auteurs qui ait pensé sur l'essentialisme soit Karl Popper, qui est employé explicitement le terme d'essentialisme, soit Karl Popper, mais il se trouve que j'ignorais ce fait, notamment parce que dans La Société ouverte et ses ennemis, les parties critiquant l'essentialisme ont été censurées dans la version française, enfin elles n'ont pas été traduites. Donc c'est un fait assez scandaleux, mais c'est comme ça. Et du coup, autant je connaissais Karl Popper évidemment au moment où j'ai écrit ce livre, autant j'ignorais que Popper parlait de l'essentialisme, tout simplement parce que dans la littérature française, on en parle moins du fait que c'est des parties qui sont tronquées dans son livre sur la société ouverte et ses ennemis. Ses ennemis qui sont notamment le marxisme, une certaine psychanalyse aussi pour Popper, dans ce sens où la psychanalyse est infalsifiable, elle vous donne un discours que vous ne pouvez pas réfuter. Disons, Popper critique également ce qu'il appelle la pensée tribale, donc qu'il associe d'une manière qui nous semble exagérée avec le régime monarchique. Mais c'est son opinion, il est libre de ses opinions. Mais disons, la question de la pensée tribale est peut-être un peu d'actualité en nos périodes où on se construit une tribu en fonction de ce qu'on voit sur Internet ou sur YouTube, etc. Voilà, donc les analyses de Popper me semblent tout de même en large partie pertinentes. Sartre est l'un des principaux auteurs ayant écrit sur l'essentialisme. Donc notamment contre Sartre écrit sur la chosification, la tendance à chosifier les personnes, notamment en les réduisant à des qualificatifs. Donc là encore, il s'agit d'un des traits caractéristiques de l'essentialisme. Sartre aussi affirme la primauté de l'existence par rapport à l'essence, alors d'une façon qui n'est pas celle de saint Thomas d'Aquin, qui n'est pas celle que je partage. Mais disons, c'est vrai que le fait d'affirmer la primauté de l'essence par rapport à l'existence est une forme d'essentialisme, et Sartre la critique. Évidemment, Heidegger critique l'oubli de l'être, donc l'oubli de l'existence, bien que pour Heidegger il s'agisse de notions différentes. La notion d'oubli de l'être chez Heidegger nous semble très intéressante, notamment pour analyser les auteurs tels que Henri de Gand et Duns Scott, et justement Heidegger a fait sa thèse d'habilitation sur Duns Scott, donc voilà, il s'agit d'un autre auteur de référence. Alors là, il s'agit d'auteurs de référence très généraux sur les questions liées à l'essentialisme. Maintenant, je vais donner des auteurs plus spécifiques par rapport à la pensée médiévale. Donc, un auteur qui a beaucoup écrit sur l'essentialisme, notamment d'inspiration avicенnienne, c'est Étienne Gilson. Donc Étienne Gilson, que nous essayons de nuancer un petit peu en ce sens où nous considérons qu'Avicenne ne nie pas la distinction réelle entre essence et existence, et que par ailleurs la théorie des trois états de l'essence d'Avicenne se retrouve aussi chez saint Thomas d'Aquin, donc n'est pas comme tel essentialiste, même si déjà chez Avicenne elle se présente en des termes qui tendent à favoriser l'essentialisme, c'est vrai. Mais disons, Gilson a critiqué l'avicennisme de Duns Scott d'une façon qui nous semble très pertinente, notamment dans l'être et l'essence. Donc, Gilson critique aussi Suarez, il n'étudie pas tellement Henri de Gand, je me demande pourquoi. Bon. Mais
Mais Gilson n'en est pas moins très convaincant. Malheureusement, il n'étudie pas les conséquences de la négation de la distinction entre essence et existence, notamment les conséquences s'agissant de la théorie de la matière. Notamment la thèse de Duns Scott et de Suarez, qui se trouve aussi chez Henri de Gand, selon laquelle la matière est actuelle par elle-même, parce que l'existence n'étant pas distincte de l'essence, l'existence se différencie en existence de la matière et existence de la forme, puisque l'essence est composée de matière et de forme. Et donc, pour les essentialistes en question, je ne dis pas que c'est le cas de tous les essentialistes, mais pour Henri de Gand, Duns Scott et Suarez, la matière possède une existence qui n'est pas distincte d'elle-même, puisqu'il n'y a pas de distinction entre essence et existence, et donc est actuelle par elle-même indépendamment de la forme. Donc il s'agit d'une modification très nette de la notion de matière par rapport à la forme qu'elle prend chez saint Thomas d'une part ou chez Aristote d'autre part. C'est vrai que saint Thomas a peut-être eu tendance à dévaloriser un peu la matière dans certains textes, alors, mais il faudrait en discuter. Mais disons en tout cas, la question de la matière et de la forme ne se pose pas dans les mêmes textes chez saint Thomas et chez Aristote, puisque le point de vue chrétien tend à poser la matière et la forme comme distinctes, au moins dans le cas de l'être humain, mais par extension, dans tous les cas, la matière et la forme sont réellement distinctes, alors que pour Aristote, il semble bien que la matière et la forme soient distinctes d'une distinction de raison. Voilà. Notamment, c'est ce que dit Aristote à la fin du livre 1. Non, ça c'est sur un autre sujet. Enfin, globalement, pour Aristote, la matière et la forme ne sont pas réellement distinctes, donc l'affirmation selon laquelle la matière est pure puissance n'a pas les mêmes conséquences chez Aristote que chez saint Thomas d'Aquin. C'est pour ça qu'à partir de la position de saint Thomas d'Aquin, il a pu y avoir des réactions compréhensibles, même si elles me semblent exagérées, mais des réactions compréhensibles qui sont celles d'Henri de Gand, de Duns Scott et plus tard de Suarez. Alors, d'autres références qui peuvent être utiles sur la question de l'essentialisme, ce sont des auteurs post-médiévaux, des auteurs de la contre-réforme, qui sont Cachetan et Jean de Saint-Thomas ou Joaou Poinceau. On appelle plutôt à l'heure actuelle, on parle plutôt de Jean Poinceau ou de Joaou Poinceau pour Jean de Saint-Thomas, qui sont Cachetan à réfuter Duns Scott sur la question de la distinction entre essence et existence. Donc en particulier, je n'adhère pas aux critiques de Gilson contre Cachetan, même si je ne suis pas un fan de Cachetan, je ne le cacherai pas, mais je considère que Cachetan n'a jamais nié la distinction réelle entre essence et existence, malgré certains textes qu'on peut monter en épingle. Mais Cachetan, au contraire, a critiqué Duns Scott, notamment dans son commentaire du De Ente et Essentia. Donc le commentaire du De Ente et Essentia est un texte fondamental pour critiquer l'essentialisme. Le commentaire du De Ente et Essentia par Cachetan, évidemment. Il y a eu aussi un commentaire du De Ente et Essentia par le père Lallemand, si je ne m'abuse, dans les années 60-70 en France. Donc qui est très bon aussi, mais celui qui est fondateur, c'est celui de Cachetan, auquel se réfère d'ailleurs le père Lallemand. Et puis Jean de Saint-Thomas ou Joaou Poinceau. Jean de Saint-Thomas a critiqué beaucoup Suarez, il s'est beaucoup attaché à réfuter Suarez, donc il s'agit aussi d'un auteur fondateur sur la critique de l'essentialisme, notamment le Cursus Philosophicus de Jean de Saint-Thomas et notamment la partie logique du Cursus Philosophicus, enfin les autres parties aussi. Voilà. Donc maintenant nous allons parler des thèmes principaux de la pensée essentialiste. Donc nous ne nions pas que l'essentialisme puisse se présenter en dehors du schéma de pensée avicénien
notamment un grand penseur essentialiste, c'est Dietrich de Freiberg, qui est plus avéroïste qu'avicénien. Mais l'avicénisme permet de penser l'essentialisme d'une façon très forte, en ce sens où l'avicénisme parle des 3 états de l'essence, c'est-à-dire l'essence en tant qu'elle existe à l'état concret, l'essence en tant qu'elle existe dans l'esprit humain qui la conçoit, et le 3e état de l'essence qui est indépendant de l'existence à l'état concret ou de l'existence dans l'esprit, c'est-à-dire l'essence prise en elle-même, l'homme en tant qu'animal rationnel, indépendamment du fait que cet animal rationnel soit un concept dans l'esprit ou une réalité dans la nature. Donc l'avicénisme permet de penser l'essence à travers sa notion d'essence prise absolument, et donc de donner une consistance à l'essence indépendamment de l'existence, et donc au possible indépendamment du réel, puisque l'essence prise indépendamment de l'existence est impossible. Donc l'avicénisme est un élément très puissant pour fonder l'essentialisme, et c'est justement pour cela qu'Henri de Gand et Duns Scotus s'appuieront énormément sur Avicenne. Sur Henri de Gand, je renvoie au livre de Jean Paulus sur la pensée d'Henri de Gand, même s'il y a beaucoup d'études plus récentes. Il n'y a pas encore eu de livre d'ensemble écrit par un seul auteur sur Henri de Gand qui égale celui de Jean Paulus. Paulus a peut-être un tort que nous reprenons nous aussi dans notre livre, c'est que Paulus tend à rapprocher la pensée d'Henri de Gand sur la question de la notion d'être, de l'équivocité, ce qui semble être plus complexe. Un chercheur nous avait dit il y a quelques années que c'était beaucoup plus complexe que ça, mais nous avions eu tendance à nous poser la question est-ce qu'il est meilleur spécialiste que Jean Paulus? Et puis ce qui nous a convaincus, c'est notamment de lire l'étude sur l'analogie par le père Montaigne, qui lui aussi tend à laisser entendre que la théorie d'Henri de Gand n'est pas un pur équivocisme, enfin, ne se rapproche qu'il y a des tendances à l'équivocité chez Henri de Gand, mais que ce ne sont pas les seuls. Et effectivement, c'est ce que laisse penser finalement certains aspects des textes même d'Henri de Gand. Donc, en tout cas, Henri de Gand montre en tout cas, l'ouvrage de Paulus sur Henri de Gand est intéressant, malgré cette petite simplification sur la question de la notion d'être chez Henri de Gand. Et puis, l'étude d'Henri de Gand montre que l'essentialisme n'est pas forcément un univocisme comme il le sera chez Duns Scotus ou comme il se rapproche de l'être chez Suarez, même si, évidemment, l'univocité est une tendance de fond de l'essentialisme. C'est-à-dire que les gens qui surcatégorisent les choses ont tendance à considérer que les catégories qu'ils donnent sont des catégories univoques qui ont exactement le même sens dans les différents cas où ils l'appliquent. Par exemple, quelqu'un qui verra des tendances homosexuelles inconscientes partout aura tendance à mettre sur le même plan les tendances homosexuelles qu'il croira voir et les actes d'homosexualité. Donc pour lui, il n'y aura pas de distinction entre une tendance et un acte, donc le possible et le réel seront sur le même plan, la survalorisation du possible par rapport au réel, et la notion qu'il tirera de l'homosexualité appliquée à quelqu'un qui a des tendances et appliquée à quelqu'un qui passe à l'acte sera la même. Donc on sera en plein paralogisme, mais ces paralogismes seront fondés sur une notion d'univocité. Donc l'univocité est une tendance de fond dans la pensée essentialiste, mais elle n'est pas intrinsèque à l'essentialisme, puisque... alors sur l'exemple de l'homosexualité, il y a des analyses très intéressantes chez un auteur thomiste du XXe siècle, qui est comment il s'appelle déjà, qui est Louis Junier, qui dans un de ses livres parle de la tendance de certains psychanalystes à
avoir des symptômes d'homosexualité partout. Mais disons, ces tendances à l'univocité qui sont présentes chez certains essentialistes ne sont pas intrinsèques à l'essentialisme, comme le montre le cas d'Henri de Gand. Alors, voilà. Donc, la survalorisation de l'essence par rapport à l'existence qui est liée à la surévaluation du possible par rapport au réel tendra à nier la distinction entre essence et existence, en ce sens où l'existence sera vue comme une simple modalité qui se rajoute à l'essence, notamment, ça c'est le point de vue de Duns Scott, ou comme une simple intention qui se rajoute à l'intention de l'essence, c'est le point de vue d'Henri de Gand, ou encore comme une raison formelle, une raison au sens d'aspect d'une chose, une raison formelle qui se rajoute à la raison formelle de l'essence, ça c'est le point de vue c'est le point de vue de Suarez. Donc le rapport entre la négation de la distinction entre essence et existence et la surévaluation du possible par rapport au réel est assez clair, c'est assez évident, c'est-à-dire que si on dévalorise l'existence, ça ne sera pas une réalité distincte de celle de l'essence. Alors une réalité distincte sur le plan métaphysique, je ne dis pas que c'est des objets distincts, mais il s'agit de principes métaphysiques distincts en tant que principes métaphysiques. Voilà. Alors, par ailleurs, nous avons déjà évoqué le fait que qui dit que l'essence n'est pas réellement distincte de l'existence, dit que l'existence doit se scinder en existence de la matière et de la forme, puisque l'essence est distinguée en matière et forme, enfin l'essence est composée de matière et de forme, et donc qu'il y a une partie de l'existence totale de la chose qui est l'existence de la matière et qui n'est pas distincte de la matière elle-même. Donc la matière sera actuelle par elle-même, d'où le fait que la matière puisse aussi exister sans forme, qui est une notion très importante chez Henri de Gand, également chez Duns Scott, au moins dans les textes de Duns Scott tels qu'ils étaient édités avant les éditions critiques du XXe siècle, éditions critiques qui semblent tout à fait discutables, au moins dans ce qu'elles ne mettent pas. Ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas un travail de qualité énorme sur les parties qui sont données, mais voilà. Et puis à côté de l'actualité de la matière, il y a une théorie qui est plus subtile en ce sens où elle pourrait sembler favoriser le libre arbitre, donc elle est contre l'essentialisme qui tend vers le déterminisme. Mais c'est une théorie qui sera reprise aussi ensuite par Leibniz contre le libre arbitre. C'est la notion d'acte virtuel qui deviendra la notion de virtualité chez Leibniz. Donc nous ne rentrerons pas dans ces détails, mais disons la théorie de l'acte virtuel permet de dire que quelque chose qui est en puissance est déjà d'une certaine façon en acte. Alors, est-ce que cette théorie est totalement fausse ? Certains thomistes, notamment le cardinal Biot, ont essayé de repenser cette théorie de l'acte virtuel dans un sens qui serait conforme au thomisme. C'est possible. Nous ne prétendons pas critiquer la théorie de l'acte virtuel, d'autant plus que chez les auteurs du Moyen-Âge eux-mêmes ou les auteurs directement post-médiévaux, cette théorie ne contredit pas explicitement le libre arbitre. Mais nous signalons tout de même que, même si elle est censée favoriser la pensée du libre arbitre, la théorie de l'acte virtuel sera utilisée par Leibniz contre le libre arbitre, notamment dans sa Théodicée. Donc, de fait, l'essentialisme moderne est souvent négateur du libre arbitre. Il n'y a qu'à lire Freud qui nie le libre arbitre à pleine page. Donc voilà. Alors ça nous amène à la partie sur essentialisme et psychologie, où malgré les critiques que nous avons faites, nous essaierons d'être plus constructifs. Donc l'essentialisme et la psychologie, nous verrons différentes sous-parties. Tout d'abord l'essentialisme psychologiste ou mécaniste, c'est-à-dire notamment le déterminisme. Ensuite l'essentialisme et les troubles psychiques,
donc notamment la névrose. Alors nous parlerons rapidement de la psychose parce que comparer des auteurs aussi puissants que Duns Scott ou Henri Degan à ce qui se passe dans la psychose est tout de même à la limite de l'indécence. Mais enfin, ça a pu être éclairant pour certains, donc nous en parlerons tout de même très rapidement. Donc, le déterminisme est une hydre multiforme qui a plusieurs têtes comme l'hydre de Lerne. Donc il y a le déterminisme astral, il y a le fatalisme tout court, c'est-à-dire l'idée d'un destin. Il y a le déterminisme théologique qui a des variantes, notamment dans le protestantisme ou dans le jansénisme. Il s'agit d'un déterminisme théologique dans le jansénisme comme dans le protestantisme, mais plus atténué dans certains cas que dans d'autres. Il y a le déterminisme physique, notamment le mécanisme, l'idée que nous sommes composés de petites parties qui s'agencent de façon mécanique, idée qui d'ailleurs ne correspond pas à la physique moderne, à la mécanique quantique, tend à réfuter le mécanisme, ne serait-ce qu'en ce sens où elle implique la négation du déterminisme. Donc il y a le déterminisme aussi induit par une fausse notion du principe de causalité, là-dessus, je trouve que certains thomistes du XXe siècle, qui ont mis en valeur le principe de causalité contre Kant, n'ont pas toujours pris les précautions de discuter sur le fait de comment le principe de causalité s'agence avec le libre arbitre. Notamment, le père Garrigou-Lagrange parle beaucoup du principe de causalité ou du principe de raison suffisante, mais le principe de raison suffisante est un principe qui vient de Leibniz. Alors ça ne signifie pas que le principe de raison suffisante ne soit pas un principe éminemment suggestif, mais chez Leibniz, le principe de raison suffisante est opposé au libre arbitre. Donc il faudrait penser le principe de causalité d'une façon qui ne s'oppose pas au libre arbitre, et en raison de certains débats avec les jésuites et du désir de ne pas sembler faire preuve de faiblesse par rapport aux jésuites, certains thomistes du XXe siècle n'ont pas toujours fait le travail spéculatif qui aurait pu être utile là-dessus, je pense. Bon, je peux me tromper, mais... Alors, une autre forme de déterminisme, c'est le déterminisme psychologique. Donc, le fait que la psychologie, pour se présenter comme scientifique, tende à présenter les actes humains comme déterministes à partir de la notion de science du XIXe siècle qui était encore déterministe avant l'introduction de la mécanique quantique. Il y a le déterminisme matérialiste, il y a le déterminisme dualiste, il y a le déterminisme ontologique, notamment le manichéisme avec les deux essences, l'essence bonne, enfin les deux natures, la nature bonne et la nature mauvaise. Il y a un déterminisme spiritualiste, c'est-à-dire par exemple la fausse interprétation de l'idée de Saint Jean de la Croix, selon laquelle chacun agit en dernier lieu en fonction de son développement spirituel, de son niveau de développement spirituel. Donc c'est pas fou en un sens, mais enfin ça n'exclut pas le libre arbitre. Et ce déterminisme spiritualiste est peut-être présent un peu chez certains penseurs bouddhistes. Je pense à Navas Bandhu. Enfin bon. Et ce déterminisme spiritualiste peut aussi conduire au faux augustinisme, donc au jansénisme par exemple. Sous toutes ces formes et malgré les apparences, le déterminisme s'oppose à la culture et à la civilisation. Alors il est pré-chrétien, mais pré-chrétien au mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'effectivement avant le Christ, il y avait eu peu de théorisation sur le libre arbitre, même si la théorisation du choix chez Aristote prélude à la théorisation du libre arbitre. Et donc il s'agit d'une forme archaïque de pensée, mais archaïque au sens primitif, bien que ce déterminisme puisse prendre les apparences de la modernité ou de la science. Notamment quand on parle du déterminisme au nom du principe de causalité, une chose déterminée doit avoir un effet déterminé, on donne au déterminisme les apparences de la science, alors que le déterminisme est lié à une vision organique du monde, qui est la vision pré-scientifique. Voilà.
Donc le psychologisme, évidemment, un tel, il est comme ci, il est comme ça. Bon, évidemment, aucun psychologue ne catégorise les gens aussi rapidement, mais c'est souvent les clients des psychologues qui font ces catégorisations. Donc les clients des psychologues, je ne les qualifierai pas moi-même, mais ils ne sont pas forcément toujours l'équilibre suffisant pour faire les classifications qui sont les plus adéquates. Donc maintenant, nous allons étudier le cas de la névrose. Et il nous semble que dans la névrose, il y a l'idée parfois que le possible ne devient jamais réel. On regrette que quelque chose qui est possible, une possibilité qu'on tend à chérir, alors que ce qu'il faut chérir, c'est ce qui est réel. On tend à regretter qu'une chose qui serait possible ne devienne jamais réelle. Du coup, plus on regrette qu'une chose possible ne devienne jamais réelle, plus on empêche qu'elle devienne réelle, d'une certaine façon. Alors, il y a un rapport, je pense, avec la question du temps. La distinction entre le possible et le réel est liée à celle du temps, parce que plus le temps passe, plus ce qui était possible ne l'est plus. Voilà, donc... Alors, il y aurait d'autres aspects à développer sur ces questions-là, alors dans d'autres cas, dans d'autres formes de névrose, il peut s'agir d'une impression au contraire que quelque chose qui est possible par le fait même risque de devenir réel. Là, ça serait plutôt peut-être la névrose obsessionnelle où on craint qu'une chose devienne réelle, et par le fait de craindre qu'une chose possible ne devienne réelle, elle tend à le devenir, ou on pourrait craindre qu'elle ne le devienne. Donc voilà, maintenant il y a l'autre cas qui est celui de la psychose. Alors, dans la psychose, le possible, par le fait même, est vu comme réel. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas de la mélancolie, quelqu'un craint d'aller en enfer, d'être damné. Et c'est possible qu'il soit damné. On ne sait pas ce qui va nous arriver après notre vie sur Terre, c'est possible. Mais le fait que ça soit possible ne signifie pas que ça soit réel. Alors, si on prend un autre cas dans la paranoïa, quelqu'un dit « ma femme me trompe ». Bon, ça c'est bien possible que sa femme le trompe. Ça ne sera pas le premier ni le dernier, parce que le nombre des maris trompés est tout de même équivalent au nombre de grains de sable qu'on trouve dans une plage ou au nombre de gouttes d'eau dans la mer. Mais le fait qu'une chose soit possible ne signifie pas qu'elle soit réelle. Et c'est le problème aussi bien de la paranoïa que de la mélancolie, de voir ou de tendre à voir comme réel quelque chose qui est seulement possible. Peut-être que dans la mélancolie ou dans certaines formes moins graves de paranoïa, il y a tout de même l'idée qu'on craint vraiment qu'une chose ne devienne réelle, mais il peut subsister un doute. Mais disons, dans les cas de psychose caractérisée, il y a une tendance à ne plus voir la distinction entre le possible et le réel. Voilà, alors on pourrait développer aussi sur d'autres points, mais nous ne le ferons pas parce que ça risquerait de... ça serait pas opportun. Voilà, donc conclusion, nous parlons de 3 auteurs très importants dans notre livre, mais il y a un autre auteur essentialiste qui est central, que nous n'évoquons qu'en passant, et qui a beaucoup influencé Kant, c'est Wolff. Donc Wolff est un auteur et un disciple de Leibniz qui a eu une influence énorme dans le XVIIIe siècle allemand. Les Lumières allemandes s'inspirent de Wolff notamment, et c'est contre Wolff que Kant a écrit sa critique de la raison pure. Donc Wolff est un pur essentialiste qui a été nourri à la lecture de Suarez ou de Duns Scotus. Enfin, ça, je n'ai pas étudié la formation de Wolff, mais enfin, c'est un auteur nettement essentialiste. Et nous n'avons pas le temps tellement de l'étudier dans notre ouvrage. Donc, l'ouvrage dont nous rappelons le titre, L'essentialisme d'Henri de Gand à Suarez. Et quelqu'un qui serait intéressé par nos recherches pourrait étudier la question de l'essentialisme chez Wolff
ça serait une question tout à fait d'actualité, étant donné que Wolff est vu comme le niveau le plus élevé de la métaphysique par Kant. Kant critique Wolff, il veut le réfuter, mais il le voit comme la forme supérieure de la pensée métaphysique. Voilà, donc nous concluons cette conférence en redonnant le titre de notre livre, L'essentialisme d'Henri de Gand-Suarez par Philippe Robert, et nous vous souhaitons une agréable journée. Merci.